Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela. Rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 où je vais aborder les valeurs, le profil et les blessures. Alors j'ai décidé de faire cet épisode de podcast parce que jusqu'à maintenant je vivais très mal la fatidique question « Qui es-tu » Déjà parce que j'aime pas forcément me définir et que pour moi on change limite chaque heure. En tout cas je me lève le matin en étant quelqu'un et je me couche le soir en étant quelqu'un d'autre parce que j'apprends chaque jour. J'évolue sur mes idées, mes perceptions. Quand je rencontre des gens, que je discute, que j'écoute les perceptions des autres. Donc, du coup, j'aime pas forcément qu'on me mette dans des cases ou qu'on me exposer qui je suis par honte ou pudeur. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre souvent. Donc, il y a 2 mois, j'ai refait le travail de rechercher mes valeurs. Parce que je me suis rendu compte que j'ai longtemps vécu avec des valeurs qui n'étaient pas miennes, qui étaient pour coller à ce qu'on attendait de moi, ou ce que je pensais qu'on attendait de moi, à la société, au monde du travail. Enfin, ça se dérivait dans pas mal de choses. Et donc, il y a 2 mois, j'ai réussi à répondre à une série de 12 questions. Et ça a été un déclic pour me trouver mes valeurs. Donc, vu que ça a été utile pour moi, je vais te les donner. Le but, en répondant à ces questions, c'est d'avoir au moins 5 réponses. Moi, j'en avais franchement beaucoup plus sur certaines. Donc, et j'avais des choses qui revenaient par récurrence. Donc, j'ai croisé en fait les 12 questions. Et ça m'a permis de trouver mes valeurs, enfin tout ce qui ressortait vraiment le plus. Alors, la première question. Comment occupes-tu ton temps ? La deuxième, comment dépenses-tu ton énergie ? La troisième, comment dépenses-tu ton argent ? La quatrième, quel est ton environnement, que ce soit au travail ou chez toi ? Alors c'est un peu difficile parfois de définir son environnement, mais concrètement, de manière simple, chez toi, qu'est-ce que tu vois en premier ? Qu'est-ce qui est tout le temps sorti ? Moi, je sais que j'ai beaucoup mes bouquins qui traînent, mon cahier où j'écris mes pensées, de la nourriture, voilà, des choses comme ça. Au travail, c'était plutôt l'inverse. Tout était carré, il n'y avait pas du tout de perso. Je ne voulais pas qu'on ait accès à moi. Donc, voilà, ça peut être des indicateurs. La 5e question, où es-tu le plus organisé ? La 6e, où es-tu le plus discipliné ? La 7e, quelles sont tes pensées et la vision de ta vie ? La 9e, de quoi aimes-tu le plus parler ? Qu'aimes-tu apprendre ? La 10e, qu'est-ce qui t'inspire ? La 11e, qu'est-ce que tu es en train de réaliser de tes objectifs dans ton quotidien ? Et la 12e, quels sont tes rêves et les choses que tu veux réaliser, les 3 thèmes les plus importants dans ta vie. Donc voilà, tu fais l'exercice de répondre à ces questions. Vraiment, il faut le faire seul, dans un moment où on est calme, où on n'est pas dans la recherche de désirabilité. Moi, je sais que jusqu'à maintenant, avant le fait de retravailler cet exercice il y a 2 mois, je répondais toujours à mes valeurs par rapport aux autres.
Et il y a 2 mois, j'ai vraiment décidé de le faire par rapport à moi en m'observant, en étant sincère avec moi-même. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Avant, je cherchais plutôt à être authentique, dans le respect de l'autre, à être un peu dans la perfection. Et, euh, et d'avoir travaillé avec ces questions, en fait, ça, voilà, j'ai trouvé mes vraies valeurs et je sens que c'est beaucoup plus aligné avec ce que je suis. Je suis beaucoup moins dans la culpabilité, dans le jugement. J'arrive à dire non. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Alors, je vais te partager mes 5 valeurs. Je vais me foutre un peu à poil, mais enfin, c'est le but de ce podcast. Donc, ma première valeur qui est ressortie, c'est la santé. Et c'est vrai que depuis la naissance de ma fille, j'ai vraiment une recherche, d'aller vers une santé physique et une santé mentale pour pouvoir me permettre de lui inculquer des valeurs fortes, qu'elle n'ait pas mes troubles, que ce soit au niveau de la dépression que j'ai pu avoir à différents moments de ma vie, les troubles alimentaires, le fait de mal me nourrir, euh, d'être dépendant des autres, puis dans la solitude pour me retrouver parce que j'étais jamais vraiment moi-même. Enfin voilà. J'avais vraiment cet aspect-là très important. Enfin, il a été assez présent dans toute ma vie parce que j'ai toujours eu des périodes comme ça où j'étais dans l'introspection parce que je disais souvent l'enfer c'est les autres. Maintenant, plus du tout, mais voilà, j'avais ce besoin-là de connecter avec ma santé, plus souvent mentale que physique parce que j'ai été obèse très très longtemps. Mais je sais que c'est une quête depuis toujours, mais je me l'autorisais pas forcément. La deuxième valeur qui est ressortie, c'est la beauté. Alors celle-là, ça m'a énormément surpris. Et pourtant, elle est beaucoup ressortie. C'est vrai que pour moi, la beauté, je voyais ça comme l'apparat. Et c'est quelque chose, pour moi, qui était très superficiel. J'ai toujours été définie comme quelqu'un de cool qui se prenait pas la tête quand elle s'habillait. Mais en fait, j'y vais assez mal le fait, justement, de ne pas accorder d'importance à me maquiller, m'habiller comme j'avais envie. Et à prendre du temps pour observer quand j'allais au musée ou dans les châteaux. C'est vrai que j'étais vraiment scotchée par les œuvres d'art, la beauté de la pièce et je prenais du temps et je voyais que ça agaçait les autres, donc je finissais par réduire le temps que je passais à lire les descriptifs d'étoiles, à observer tous les petits détails de la pièce que je trouvais beau. Et aujourd'hui, j'ai accepté que c'est une valeur très forte chez moi, donc je passe du temps à marcher en forêt, à m'extasier sur la beauté des fleurs, des arbres, d'une toile ou d'écouter en boucle une musique parce qu'elle est belle. Enfin, voilà. C'est quelque chose que j'ai plaisir à observer. La troisième valeur, c'est l'apprentissage. Et c'est vrai que je suis une boulimique de savoir. J'ai tendance à lire 3 livres en même temps. Là, je suis 3 formations en même temps. J'ai besoin de toujours apprendre plus. J'essaye un peu de me détacher de ça parce que des fois, c'est vrai que ça peut me donner du surmenage. Donc, et puis c'est lié à une blessure. On l'abordera un peu plus tard dans le podcast. La quatrième valeur, c'est les relations humaines. Voilà, j'ai vraiment une fascination. Je suis passionnée par l'humain. Voilà. J'aime comprendre, aider l'autre, être bienveillante. C'est vraiment des choses fondamentales pour moi. Et la cinquième valeur, c'est l'épanouissement et le bien-être. Et c'est là l'arrivée très tard dans ma vie. Ça doit faire 2 ans depuis la séparation du papa avec ma fille où vraiment je prends soin de moi. J'ai repris des habitudes pour me sentir bien.
L'année dernière, je me suis inscrite à un programme où voilà, j'ai réappris à manger, à faire du sport. Il y avait un aspect développement personnel qui était abordé et qui m'a permis de me remettre dans ce que je pouvais déjà faire auparavant. Mais voilà, il y a une grande place à mon bien-être aujourd'hui dans ma vie. Donc, bon, moi en tout cas, définir mes valeurs, ça a vraiment été une libération. Et ça me permet, voilà, aujourd'hui, de faire des choix alignés et de mieux vivre au quotidien et surtout de rire de moi et de m'observer. Et ça, franchement, c'est un vrai bonheur. Le second outil qui a été très très utile pour moi, que j'ai découvert en janvier 2021, c'était le profil MBTI. Alors, le profil MBTI, c'est une sorte voilà, d'évaluation psychologique, en fait, où on apprend à mieux se connaître, à identifier nos points forts, nos points faibles, à comprendre son schéma de pensée et ce qui nous motive. Donc, c'est 4 lettres, exactement. Souvent, il y a un tiret et une cinquième. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique et par qui ça a été créé, d'où ça vient, parce que sinon le podcast va être à allonge. Mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc, la première lettre, elle est sur l'orientation de l'énergie. Donc, soit on est introverti, soit on est extraverti. La deuxième lettre, ça va être le processus décisionnel inconscient, donc le recueil de l'information. Les lettres sont le S pour sensation ou le N pour intuition. La troisième lettre, c'est le processus décisionnel conscient, donc la prise de décision. Les lettres vont être le T pour penser ou le F pour sentiment. La quatrième lettre va être le processus d'action, d'analyse du monde extérieur. Donc ça va être le J pour jugement ou le P pour perception. Donc moi, je vous recommande vraiment de faire ce test. Alors, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet. Bon, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a beaucoup. C'est un peu n'importe quoi, mais il y en a un sur sur un site Internet. C'est www.cspersonalities.com. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et voilà. Il a vraiment été révélateur pour moi, ce test. Vraiment utile pour continuer ma transformation et apprendre à me connaître. Donc moi, mon profil, c'est ISFP. Donc j'ai la personnalité aventurier. Alors ce type de personnalité sont des artistes, pas vraiment dans le sens typique du terme. Je ne vais pas sortir 2 heures pour peindre dans la forêt. Par contre, voilà, j'aime beaucoup dessiner. Et d'ailleurs, à Noël, j'ai offert à ma famille 12 dessins. Ça leur a fait plaisir. Et moi, ça m'a touchée parce que ça m'a fait réaliser que l'art a une place importante aussi dans la vie. Donc on est plutôt artiste, mais sur le côté esthétique, le design, sur nos choix, nos actions pour repousser les limites des conventions sociales. On aime bouleverser les attentes traditionnelles avec des expériences sur la beauté et le comportement. C'est un type de personnalité qui n'aime pas qu'on le range dans un tiroir. Donc ça revient à ce que je disais au début avec les valeurs, ou que j'aime pas qu'on me mette dans des cases. Je vis dans un monde assez bariolé, sensuel, inspiré par les connexions avec les gens et les idées. Je prends du plaisir à réinterpréter ces connexions, à réinventer, à expérimenter. Aussi bien moi-même que de nouvelles perspectives. Voilà. J'aime explorer, expérimenter. Ça me crée une sensation de spontanéité. Et ça donne parfois à mon entourage l'impression que je suis imprévisible. Et à côté de ça, je suis vraiment quelqu'un d'introverti. Et je surprends mon entourage parce que je quitte les feux de la rampe pour m'isoler et recharger mes batteries. Donc parfois, ça peut être difficile aussi parce que
dans mes relations sociales. C'est vrai que je ne pouvais pas forcément donner des nouvelles. Euh, Quand on m'appelle, voilà, je ne parle pas forcément de moi parce que je suis dans une période voilà, d'introspection forte et d'évaluation de mes principes, de mes objectifs pour voir s'ils sont toujours cohérents. J'aime pas m'éterniser sur le passé ou l'avenir. Je réfléchis vraiment à qui je suis au moment présent. Et souvent de cette période voilà, je suis, où je m'isole, je reviens transformée de mon cloître. Je vis pour trouver le moyen de faire connaître mes passions. Souvent les conditaristes, comme le jeu, les sports extrêmes, le fait de manger beaucoup, sont très présentes dans ce type de personnalité. Par contre, je suis quelqu'un de très débrouillarde. J'aime entrer en contact avec les autres et j'ai une sorte de charme irrésistible. Alors on me l'a dit, hein, mais moi je le constate pas toujours. Je sais toujours trouver le compliment idéal pour attendrir les gens. Euh, je suis très portée sur le côté à prendre des risques imprudents ou irresponsables, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort qui me permet d'évoluer. Cependant, la critique, elle peut avoir de mauvais effets chez moi. Alors, il y a un côté où j'aime voilà, avoir des retours et la rétroaction parce que ça me permet d'ouvrir le champ des possibles et de voir de nouvelles perspectives et ça m'aide à trouver de nouvelles directions dans ma vie et mes passions. Mais j'ai vraiment un souci avec ce qui est mordant, piquant. Et voilà, j'ai du mal avec la critique non constructive et ça peut me mettre dans des états de colère assez spectaculaires. Euh, Mon chéri pourra en témoigner. Il y a encore 3 jours, on avait une discussion un peu voilà, vive où je lui disais mais voilà, tu exprimes pas tes émotions, tu cherches pas à savoir qui t'es, etc. Et d'un autre côté, voilà, j'avais le recul et l'observation de me dire ouais, je lui reproche ça parce que bon, je le fais un peu aussi, quoi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est il y a du sens dans toutes les expressions de la vie. Et les plus grands défis auxquels je dois faire face, c'est de planifier l'avenir. Voilà. Trouver des idéaux constructifs sur lesquels baser mes objectifs pour aller vers le positif. Je trouve que c'est vraiment pas une tâche mineure. Je planifie pas forcément les choses en termes d'actifs ou de retraite. Je planifie plutôt mes actions et mes comportements comme des contributions à une approche de l'identité en constituant un portefeuille d'expériences, mais pas forcément d'actions concrètes. Mes objectifs et mes principes, quand ils sont nobles, me permettent d'agir avec une charité, une abnégation surprenante. Mais il peut aussi m'arriver voilà, d'avoir une identité plus centrée sur moi-même et d'agir avec égoïsme et manipulation quand je me retrouve dans le postulat de l'aide et sans avoir de retour. Ça m'est arrivé récemment. Et c'est encore difficile d'en parler, donc je vous en parlerai plus tard, je pense. Donc il est important pour cette personnalité d'aventurier de se souvenir de devenir activement la personne qu'on veut être. Le développement et le maintien d'une nouvelle habitude peut aider. Ça vient pas forcément naturellement, mais prendre un peu de temps tous les jours et comprendre ses motivations, ça permet d'utiliser ses points forts et de poursuivre dans ce qu'on aime. Donc voilà un peu la typologie de l'aventurier. Et c'est étroitement lié aux 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, moi, ça a été une révélation l'année dernière. J'avais conscience un petit peu des masques que je portais. Mais en mai 2021, j'ai lu un livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et les masques associés. Donc, tous nos mots, en fait, proviennent de 5 blessures fondamentales. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice.
Et afin de supporter la douleur de ces 5 blessures, on développe un masque pour chacune d'entre elles. Donc la fuite, la dépendance, le masochisme, le contrôle et la rigidité. Et seule l'acceptation de ces mécanismes nous conduira à être enfin nous-mêmes et à amorcer la voie de la guérison. Donc il faut savoir qu'il y a 4 étapes à l'origine de nos blessures. Nous venons au monde, nous ressentons la joie d'être nous-mêmes. Ensuite, nous vivons la douleur de ne pas pouvoir agir en étant nous-mêmes. Ensuite, la 3e étape, nous connaissons une période de crise et de révolte liée à la souffrance de ne pas pouvoir être nous-mêmes. Et la 4e étape, c'est nous résignons pour réduire la douleur et finissons par nous créer une nouvelle personnalité afin de ne pas décevoir les autres et être aimés. Ce n'est pas la réalité des faits qui crée la blessure, mais notre ressenti à l'expérience, notre construction mentale. Ainsi, durant toutes ces étapes, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, les 5 blessures, on peut développer des façons d'être, des masques, qui vont être notre façon de nous protéger et de gérer notre douleur. Donc on va rentrer un peu plus en détail sur ces 5 blessures et masques. Donc la première, le rejet, le portrait du fuyant. Alors, cette blessure, c'est très profond. Elle touche l'être directement. L'enfant a le sentiment d'être rejeté dans son être et dans son droit d'exister. Il s'agit de la première blessure à se manifester dans la vie, parfois même avant de naître. On a le syndrome du bébé non désiré. Donc, elle intervient à la naissance. Elle est vécue avec le parent du même sexe. Donc, nous fait porter le masque du fuyant. Donc on a tendance à se sentir rejeté par les personnes du même sexe que nous. Ça nous donne vraiment une sensation de ne pas être aimé, de ne pas avoir été désiré et accepté. Et le masque du fuyant, en fait, se manifeste par la fuite de la réalité. On n'a pas le droit d'exister. On est assez perfectionniste et on se crée une personnalité parce qu'on doute de sa valeur. La deuxième blessure, ça va être la blessure de l'abandon. Et on va adopter un masque de dépendant. L'éveil de cette blessure, elle est entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Donc on abandonne quelqu'un, le fait de quitter, de laisser, pas vouloir s'occuper. C'est la blessure, la souffrance la plus souffrante après celle du rejet, car aussi, elle touche l'être directement. Le manque de nourriture affective ou tout autre de nourriture désirée, le manque de nourriture physique par exemple, peut causer la blessure d'abandon. Parents très occupés, qui n'a pas pris le temps d'écouter, d'entourer sur le plan affectif. Donc l'enfant ne s'est pas senti soutenu. Ça nous fait mettre le masque du dépendant. On déteste la solitude. On existe à travers les autres et on est très sociable. Donc voilà. C'est une blessure qui est vécue avec le parent du sexe opposé. Donc on a tendance à facilement se sentir abandonné et on abandonne les autres aussi. La troisième blessure va être la blessure de l'humiliation. Et on va porter le masque du masochiste. Donc cette blessure, elle s'éveille entre 1 et 3 ans avec plus souvent la mère ou le parent qui s'occupait du développement physique de l'enfant. Donc l'humiliation, c'est l'action de se sentir abaissé, de s'abaisser ou d'abaisser quelqu'un d'autre outrageusement. Cette blessure est rattachée au monde physique ou celui de l'avoir et du faire. Elle est vécue avec le parent qui s'occupait du développement physique et sexuel de l'enfant. Il peut donc s'agir d'un parent ou des 2 parents d'ailleurs. Cette blessure apparaît chez l'enfant qui a souffert d'humiliation après avoir eu du plaisir avec ses sens. Il a ressenti de la honte face aux parents concernés.
Donc il y a souvent, on entend les personnes qui ont la blessure d'injustice où on leur a dit que c'était des petits cochons quand ils salissaient, qu'ils mangeaient, que voilà, ils ont été brimés quand ils manifestaient du plaisir aux choses. L'enfant s'est senti réprimandé, limité dans ses envies et sa liberté. Donc il a été humilié, et ça lui a fait mettre le masque du masochiste. C'est un masque où on est soumis, on sacrifie pour les autres, on cherche le plaisir mais on le redoute en même temps. La quatrième blessure va être la blessure de trahison. Donc on porte le masque du contrôlant. Elle intervient entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Trahir signifie cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause. On abandonne ou on livre quelqu'un. Quand on porte cette blessure de trahison, on n'a souvent pas réglé notre problème d'Oedipe étant jeune. L'enfant était déçu et a souffert de ne pas avoir ses attentes comblées avec le parent du sexe opposé. Il peut se sentir manipulé ou trahi et ainsi perdu confiance en ce parent. Il a une tendance à accuser les autres de causer sa douleur et ses émotions. Donc ça, c'est assez difficile. Moi, je sais que c'est une blessure que j'ai, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à en parler, mais voilà. J'ai porté le masque du contrôlant très longtemps. Je voulais contrôler les autres. J'étais très impatiente, parfois manipulatrice. J'aimais me sentir spéciale. Voilà. Il fallait que je me dégage et que je sois spéciale pour l'autre. La cinquième blessure, c'est l'injustice. Donc on a le portrait du rigide. Celle-là aussi, j'ai du mal à en parler parce que je la porte fort en moi. Donc cette blessure, elle se réveille entre 4 et 6 ans et surtout avec le parent du même sexe. L'injustice, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La justice, c'est l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Une personne qui souffre d'injustice et donc a l'impression de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Elle ne se sent pas respectée. On ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Donc on a manqué de reconnaissance, fait face à l'insensibilité et la froideur. Donc ça nous fait mettre un masque de rigide où on est très exigeant. On est froid, insensible, optimiste en surface, même si on a l'impression d'être très chaleureux. Et on est perfectionniste et impatient. Et on a parfois le syndrome de la victime. Donc voilà pour... bon, j'ai été assez... comment... C'est très... comment dire, j'ai une émotion qui me traverse là. Je pense que c'est le fait d'avoir parlé de ma blessure d'injustice, du coup ça m'a fait un petit blanc. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast d'ailleurs. C'est que voilà, j'avais un fort problème au niveau du perfectionnisme. Et je voulais toujours être dans le contrôle, de donner quelque chose de parfait, de dire de moi que j'étais intelligente, que j'étais positive. J'avouais rarement que j'avais des difficultés et en fait, j'ai vécu mes dépressions souvent très seule parce que les gens ne voyaient pas forcément vu que j'en parlais pas. J'avais des difficultés à reconnaître que j'avais un problème. J'ai mis très longtemps à me faire suivre par un psychiatre. Et je pense que c'est tout ça qui ressort avec... voilà, de vous parler de ma blessure d'injustice. Je laisse un peu passer cette émotion et voilà, pour moi c'est important que voilà, dans l'avion c'est vraiment important que tu t'observes, que tu connaisses un peu tes blessures. Et pour moi ces 3 outils, je les ai utilisés dans ma vie
à chaque fois que j'ai eu des périodes de crise, parce qu'en fait, quand on est dans une dépression, on ne sait plus qui on est. Donc il faut partir sur des outils pour pouvoir un peu reconnecter à soi et sortir de l'enfer, de la négativité, de la dévalorisation. Et c'est vrai que moi, ces outils m'ont aidé. Après, ils ne font pas tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Une fois qu'on a utilisé ces outils, il y en a d'autres, la PNL, l'ikigai, il y a énormément de choses en fait pour apprendre à se connaître, mais le développement personnel, maintenant tout est accessible sur Internet. Je pense que je développerai d'autres choses dans les différents épisodes que je vais développer dans ce podcast, mais je pense que l'essence, après une fois qu'on s'est ouvert à ces outils, qu'on s'est un peu défini, le plus important, c'est vraiment l'observation de soi, de prendre conscience, un peu de se poser en spectateur de qui on est, en évitant de se juger, d'être critique avec soi, juste constater qui on est. Parce que les réponses sont en nous. L'introspection, l'intuition, l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, ça permet vraiment de trouver le sens de notre vie, de s'aimer et de s'accepter, de prendre nos responsabilités, sortir du pilote automatique pour être soi-même, de voir avec beaucoup plus de clarté et de lucidité. Et surtout, moi, de m'observer, d'avoir fait cette introspection, ça me permet vraiment de rire de moi, de me rendre compte que quand je suis dans la réaction avec quelqu'un, c'est parce qu'il me renvoie ce que je suis ou ce que j'aime pas chez moi. Donc c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus bienveillante et indulgente. Je le vois avec mon conjoint, en fait. Quand j'ai des réactions vives, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est souvent parce qu'il me renvoie les choses. Et du coup, on en rigole. Et même si c'est vif et que des fois, je vais être dans la colère, ma typologie de personnalité, c'est que moi, je ne suis pas du tout rancunière. Donc, je vais reconnaître que j'ai tort. Et puis, je vais passer vite à autre chose. Bon, je sais que c'est pas le cas de forcément tout le monde. Mais, et que ça ne l'est pas forcément avec tous, parce que parfois, une personne, par exemple, qui a la blessure de rejet, avec moi, ça va être difficile. Et j'ai beau avoir lui dire, écoute, je suis désolée, tu vois les choses comme ça, parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu te véhiculer. Mais je vais lui renvoyer un peu quelque chose et je vais avoir plus de difficultés à revenir, à ce qu'elle revienne vers moi. Moi, j'ai pas forcément cette blessure de rejet. Moi, les 3 blessures, c'est plutôt la trahison, l'abandon et l'injustice. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été beaucoup confrontée à des personnes... je sais que, par exemple, dans mes couples, je choisissais souvent des hommes avec la blessure de rejet. Donc, du coup, j'ai été beaucoup confrontée à ça. Et c'est quelque chose que je maîtrise. Et même dans mes amitiés, j'ai souvent été proche des gens qui ont la blessure de rejet. Et ça s'est souvent mal terminé, d'ailleurs, récemment, avec une amie. Je pense qu'elle porte vraiment fort la blessure de rejet. Je crois qu'elle le dit elle-même, d'ailleurs. Et on est beaucoup moins en contact, même si, moi, je l'aime toujours autant. Et je fais face aux fluctuations de la vie. Des fois, on a des moments intenses avec les gens, et puis on les voit moins, ou on les sollicite moins. La vie, c'est aussi ça. C'est d'accepter qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, et que s'ils sont passés dans notre vie, c'est qu'ils avaient quelque chose à nous apprendre. Et moi, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie, même dans le domaine professionnel, même si pour moi, ça a été un enfer. Parce que justement, je portais des blessures. Et j'ai pu être quelqu'un aussi de très difficile dans le monde professionnel, parce que moi, j'étais très exigeante, j'avais du mal à déléguer. Quand je déléguais, c'était par obligation, mais je vérifiais tout derrière. Donc, j'avais une forme, comme ça, de mauvais... C'était mon mauvais côté, clairement. Même si j'avais de la reconnaissance, les gens venaient me voir parce que je suis quelqu'un de très compétente, sur qui on peut compter. Mais c'est vrai que
je développais pas des relations amicales. Ça n'a jamais été mon truc. Je me plaignais souvent que les gens étaient froids avec moi, mais c'est parce que moi je l'étais. Voilà. Donc ça peut vraiment aider, tous ces petits outils. Mais ça permet vraiment aussi derrière d'enclencher une introspection et de s'observer. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, qui m'a aidée. Et j'espère que voilà, cet épisode va vous aider dans ce sens. Bon, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Donc ça sera un épisode surprise. Je ne vous dis pas la thématique. À bientôt. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours. Ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.